Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale sur Public Sénat à l'occasion de la composition du nouveau gouvernement. Tout de suite, les titres. Gérard Collomb à l'intérieur, Nicolas Hulot à la transition écologique, François Bayrou garde des Sceaux. Le gouvernement Philippe a été dévoilé cet après-midi. Il associe des personnalités de gauche, de droite et du centre, mais aussi issues de la société civile. Analyse et décryptage à suivre. Parmi les prises à droite, Bruno Le Maire devient ministre de l'économie. Le sarkozyste Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Action et des Comptes publics. Le sénateur et président du groupe RDSE au Sénat, Jacques Mézard, devient ministre de l'Agriculture. Le détail dans cette édition. Les premières passations ont lieu en ce moment. Le sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb, 69 ans, qui n'a jamais été ministre, succède en ce moment, place Beauvau à Matthias Fekl. Toutes les images et les réactions dans un instant. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag Politique360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek au Sénat, Tam Tranui devant le siège des Républicains à Paris, Oriane Mancini à Matignon. Et vous le voyez, la passation de pouvoir place Beauvau, le multiplex, c'est tout de suite. Et on va d'ailleurs tout de suite prendre la direction de la place Beauvau puisque c'est Matthias Fekl qui s'exprime avant d'entendre le nouveau ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. On l'écoute. Et doter nos forces de sécurité qui font face à tant de difficultés et à tant de violences des moyens pour accomplir leur action. Et enfin, je veux saluer les premiers ministres et le président de la République, sous l'autorité desquels j'ai eu l'honneur de servir, le président de la République, bien sûr, François Hollande, et deux premiers ministres, Manuel Valls, lorsque j'étais secrétaire d'État, et ensuite Bernard Cazeneuve, l'un de mes prédécesseurs ici, lorsque j'ai été nommé au ministère de l'Intérieur. Merci à chacune et à chacun d'entre vous. Merci à mon cabinet qui m'a supporté, au sens anglo-saxon comme au sens français. Et bienvenue à vous, Monsieur le ministre d'État, ici, place Beauvau. Merci. Monsieur le ministre, merci pour cette passation de pouvoir cordiale. Je dois dire qu'au cours des dernières années, j'ai pu apprécier la façon dont vous avez pu servir dans les différents ministères où vous avez accompli vos fonctions. Vous avez toujours montré un grand sens de l'État, un grand sens du service public, et c'est également cela qui m'anime en venant aujourd'hui vous succéder au ministère de l'Intérieur. Je voudrais d'abord commencer par remercier le président de la République, le Premier ministre, pour la confiance qu'il me témoigne en me nommant ici dans ce grand ministère aujourd'hui. Je ne vous cacherai pas que c'est avec un petit pincement de cœur que je vais abandonner les fonctions de maire de Lyon et de président de la métropole de Lyon. Depuis 15 ans, j'y avais mis toute mon âme, toute mon énergie, et je crois qu'en l'espace de 15 ans, cette ville et cette métropole sont allées de l'avant. C'est la même énergie que je veux consacrer à ce ministère de l'Intérieur, fondamental pour nos concitoyens. On voit bien quels sont aujourd'hui les grands défis que nous avons à relever pour retrouver la confiance en soi-même dans notre pays, défis économiques, certains de mes collègues y pourvoiront, défis écologiques, qui est un défi mondial, et mon collègue Nicolas Hulot continuera à faire en sorte que notre pays soit en tête
de cette lutte contre le réchauffement climatique, pour améliorer l'écologie dans le monde, faire en sorte que notre pays soit toujours à l'avant-garde. Et le troisième défi, bien sûr, c'est le nôtre, peut-être celui qui est prioritaire pour nos concitoyens, celui de la sécurité. C'est bien évidemment la lutte contre le terrorisme. Nous savons tous aujourd'hui que l'Europe, et qu'en particulier la France, sont la cible des terroristes. Et donc j'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Nous travaillerons ensemble avec les services de sécurité pour faire en sorte que nous puissions protéger de cette menace. Cette menace, on le sait, est multiforme. Elle vient bien sûr de l'étranger, mais elle s'est, hélas, enracinée sur notre territoire. Et mes efforts constants seront d'éviter qu'un certain nombre de jeunes nés en France puissent demain tomber dans la radicalisation et finalement, sous l'emprise de Daesh, de l'État islamique, commettre les attentats odieux que nous avons connus au cours de ces dernières années. Il y a la lutte contre le terrorisme, il y a aussi la lutte pour améliorer la sécurité de nos concitoyens. J'ai toujours pensé, comme maire de Lyon, que la tranquillité était la première des libertés publiques et que lorsque l'on est une personne âgée, que l'on rentre chez soi le soir, on ne doit pas avoir d'appréhension. Que lorsque l'on est une jeune femme, que l'on prend les transports en commun, on doit pouvoir le faire sans crainte. Et donc, je lutterai de manière énergique pour faire en sorte que l'insécurité puisse reculer dans notre pays, qu'il n'y ait pas de zone de non-droit, que le délit, l'incivilité puisse être immédiatement sanctionné. Je sais, comme maire, que le pire pour nos concitoyens, c'est que lorsque une agression est commise et qu'on incite à porter plainte parce que c'est effectivement le devoir de nos concitoyens, on ne voit pas celui qui a commis l'agression le lendemain dans son quartier venir vous narguer. Je travaillerai étroitement avec mon collègue ministre de la Justice, de manière à ce que, entre les forces de sécurité et l'institution judiciaire, il y ait une coopération qui soit fructueuse. C'est aujourd'hui, me semble-t-il, une nécessité impérieuse pour notre pays. Je veux m'adresser à travers vous à l'ensemble de celles et ceux qui contribuent à faire en sorte que notre pays puisse vivre en sécurité. Je connais leurs difficultés. Vous avez dit, Monsieur le ministre, qu'au cours de ce quinquennat, et je veux saluer
un certain nombre de mes prédécesseurs, Manuel Valls, Bernard Cazeneuve. Un certain nombre de mesures ont été prises, d'abord, comme vous l'avez rappelé, pour augmenter à nouveau le nombre de fonctionnaires. Mais je veux mettre l'accent, comme vous l'avez fait au cours des derniers mois, sur les conditions de travail de nos fonctionnaires. Je sais qu'aujourd'hui, le manque de moyens encore fait que pour avoir des véhicules totalement opérationnels, c'est quelquefois un peu compliqué. Je connais un certain nombre de commissariats où beaucoup d'entre nous ne voudraient pas travailler et il faut que nos fonctionnaires puissent travailler dans des conditions qui soient bonnes parce que c'est ainsi qu'ils pourront le mieux remplir leur mission. Ministre de l'Intérieur, je serai également le ministre des Relations avec les collectivités locales. Je veux saluer l'ensemble du corps préfectoral qui assure la continuité de l'État dans tous nos territoires. Je travaillerai de manière extrêmement étroite avec l'ensemble des préfets, préfets de région, préfets de département, préfets à la sécurité. Je souhaiterais que nous puissions le faire, et c'est le maire qui parle ici, en étroite coopération, comme nous avons su le faire sur notre territoire, à la fois administration centrale et collectivités locales, de manière très partenariale. Voilà pour la première déclaration de Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a rappelé sa priorité sur la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour améliorer la sécurité des Français. On reviendra bien entendu sur sa nomination dans cette édition spéciale. Alors cette fois, le timing a été parfaitement respecté. Il est 15h quand Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, prend la parole sur le perron pour annoncer la composition du gouvernement. On l'écoute. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, M. François Bayrou, ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame Sylvie Goulard, ministre des Armées, Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture, Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail, Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Jacques Mézard, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Annick Girardin, ministre des Outre-mer, Madame Laura Flessel, ministre des Sports, Madame Elisabeth Borne, ministre auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique
chargée des Transports. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Sont nommés secrétaires d'État auprès du Premier ministre. Monsieur Christophe Castaner, chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Madame Marlène Schiappa, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Madame Sophie Cluzel, chargée des personnes handicapées. Monsieur Mounir Majoubi, chargé du numérique. Le président de la République réunira le Conseil des ministres le jeudi 18 mai 2017 à 11 h. Je vous remercie. C'est donc un gouvernement resserré de 22 membres, parité respectée, 11 hommes, 11 femmes, qui a été présenté. Vous venez de l'entendre. Parmi ses membres, le sénateur Jacques Mézard, président ici du groupe RDSE, qui a été nommé ministre de l'Agriculture. Il nous a réservé sa première interview après sa nomination. On l'écoute tout de suite au micro de Stéphane Amalian. C'est toujours un moment important dans la vie d'un homme et d'un élu. Bon. D'abord un sentiment de reconnaissance au président de la République et au Premier ministre qui ont décidé de me confier cette mission. Et puis aussi une pensée pour tous les agriculteurs de ce beau pays de France, pour lesquels j'ai toujours eu beaucoup d'attachement. Je sais que la mission est une mission difficile, qu'il y aura des moments de difficulté, mais je vais essayer avec toute ma force de conviction de faire le maximum pour aider le monde agricole. Vous savez, je ne m'attendais pas à cette nomination. Je ne suis pas de ceux qui font du zèle pour occuper des postes. J'ai eu grand plaisir pendant 9 mois à travailler dans l'équipe du président de la République, du candidat Emmanuel Macron. J'incarne une famille politique, une sensibilité je suis radical de gauche, je l'ai toujours été. C'est une tradition laïque, humaniste, profondément républicaine. Et on va tout de suite retrouver Oriane Mancini, notre envoyée spéciale devant l'hôtel Matignon. Oriane, Emmanuel Macron, avec Édouard Philippe, nous avait promis un gouvernement resserré, paritaire et ouvert. Est-ce qu'il a tenu ses promesses ? Eh bien, resserré, pas vraiment Delphine, puisqu'il avait promis un gouvernement de 15 membres, Emmanuel Macron. Ils sont donc 22 au total. C'est un gouvernement plus complet que prévu. Pour la parité, en revanche, promesse tenue, 11 hommes, 11 femmes. Et puis pour le renouvellement, eh bien, promesse tenue aussi. 11 membres appartiennent à la société civile et 11 sont des politiques. Poids lourd de ce gouvernement, Oriane. Eh bien, tout d'abord, Nicolas Hulot, bien sûr, figure très populaire de l'écologie, qui avait déjà refusé à plusieurs reprises de rentrer dans des gouvernements. Cette fois-ci, il a franchi le pas. Il devient ministre de la Transition écologique et solidaire et ministre d'État, ce qui montre l'importance qu'Emmanuel Macron compte accorder à l'écologie et à l'environnement. Vous venez de l'entendre à l'instant, Gérard Collomb, le sénateur maire socialiste de Lyon, un très proche d'Emmanuel Macron, à ses côtés depuis les premières heures de la campagne, obtient lui le ministère clé de l'Intérieur. C'est un ministère où il a besoin d'une relation de confiance absolue entre le ministre et le président de la République. Autre poids lourd de ce gouvernement, François Bayrou, le président du MoDem, qui, on le rappelle, ne s'est pas présenté à la présidentielle, préférant une alliance avec Emmanuel Macron. Il devient donc garde des Sceaux, ce qui va lui permettre de porter une loi qui lui tient à cœur, la loi de moralisation de la vie publique, qui sera la première loi de ce quinquennat. Et puis enfin, autre membre, un membre du gouvernement précédent qui reste en place, ce n'est pas une surprise, Jean-Yves Le Drian. La surprise, c'est qu'il ne reste pas à son poste de ministre de la Défense, mais qu'il devient ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et vous le voyez, Delphine, dans son intitulé, l'Europe est mis en premier, signe de l'importance, là aussi, qu'accorde Emmanuel Macron à ce sujet.
Oui, c'est un gouvernement à l'image, Oriane, de la recomposition politique que voulait Emmanuel Macron. Eh bien oui, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont réussi leur pari à tirer des poids lourds de la droite dans ce gouvernement, puisque Bruno Le Maire, le candidat à la primaire, devient ministre de l'économie, un ministère clé. Le soir de l'élection d'Emmanuel Macron, il était la première figure de droite à faire offre de services. Il se voit donc récompensé. Et puis, autre prise de guerre à droite, Gérald Darmanin, le maire de Tourcoing. Il était, lui, dans l'équipe rapprochée de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il est un proche de Xavier Bertrand. C'est la figure montante des Républicains. Il devient ministre de l'Action et des Comptes publics. Mais ce gouvernement, eh bien, il compte aussi 3 membres du MoDem. Outre son président François Bayrou, dont on a parlé, son bras droit, Marielle de Sarnez, devient ministre des Affaires européennes. Sylvie Goulard, membre du MoDem, mais très proche d'Emmanuel Macron, obtient, elle, le ministère des Armées. Vous le notez, fini le ministère de la Défense. Là aussi, c'est un intitulé symbolique. Il y a également dans ce gouvernement 2 membres des radicaux de gauche. Vous l'avez entendu à l'instant, Jacques Mézard, le sénateur, président du groupe RDSE au Sénat, devient ministre de l'Agriculture. Et puis Annick Girardin, membre du PRG, qui était déjà membre du gouvernement Cazeneuve. Elle était ministre de la fonction publique. Elle reste donc dans le gouvernement, mais obtient le ministère de l'Outre-mer. En revanche, Delphine, pas un membre du Parti socialiste dans ce gouvernement d'Édouard Philippe, hormis ceux qui avaient rejoint En Marche et Emmanuel Macron dès le début de la campagne, Gérard Collomb, Richard Ferrand ou encore Christophe Castaner, qui devient secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et qui obtient le porte-parole du gouvernement. Oui, Oriane, on le disait aussi, 11 membres issus de la société civile. Oui, et parmi eux, la médecin Agnès Buzyn, qui devient ministre des Solidarités et de la Santé. Elle était la première femme à la tête de la Haute Autorité de la Santé. Autre membre de la société civile, Françoise Nyssen, qui devient ministre de la Culture. Elle est, elle, PDG de la maison d'édition Actes Sud. Et puis, au ministère clé de l'Éducation nationale, eh bien, c'est Jean-Michel Blanquer qui décroche le poste. Il est directeur de l'ESSEC. Il connaît par cœur les rouages de cette administration et c'est peut-être le signe qu'Emmanuel Macron veut en faire un ministère plus technique, moins politique. À noter enfin la présence dans ce gouvernement d'une sportive très populaire, Laura Flessel, médaillée olympique d'escrime, surnommée la Guêpe, qui devient ministre des Sports. Et puis Delphine, je voulais aussi vous dire qu'on a vu il y a quelques minutes le Premier ministre, Édouard Philippe, qui a traversé à 2 reprises cette cour de Matignon et cette rue de Varennes pour se rendre dans les locaux administratifs en face de l'hôtel de Matignon. À noter qu'Édouard Philippe, tout son gouvernement, eh bien, ils se retrouveront pour la première fois demain matin à 11 h autour d'Emmanuel Macron à l'Elysée pour le premier Conseil des ministres. Merci beaucoup, Oriane, pour toutes vos précisions. On va à présent retrouver Tam Tranui devant le siège des Républicains, rue de Vaugirard à Paris, pour voir comment cette annonce du gouvernement a-t-elle été perçue. 3 prises, Édouard Philippe, Premier ministre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et le sarkozyste Gérald Darmanin, qui devient ministre de l'Action et des Comptes publics. Tout simplement, ici, Delphine, c'est le calme plat au siège des Républicains. Le parti avait pourtant organisé lundi et mardi des comités politiques exprès pour pouvoir réagir lundi à la nomination du Premier ministre, hier aux nouveaux membres du gouvernement. Et bien cette fois-ci, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont bien été ponctuels dans leur retard. Et bien il n'y avait personne ici au siège des Républicains pour réagir. Il faut dire aussi que les prises à droite restent limitées. Vous l'avez dit, il y a d'abord Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Affaires européennes de Nicolas Sarkozy, candidat malheureux à la primaire de la droite où il avait fait moins de 3% des votants. Il avait fait du renouveau son slogan pour cette campagne. Et bien il est vrai que cette fois-ci il donne dans l'inédit en rejoignant le gouvernement d'Édouard Philippe et il prend donc les rênes du ministère de l'économie. Vous l'avez dit, autre prise de la droite, le jeune maire de Tourcoing, Gérald Darmanin, sarkozyste, un ancien directeur de la campagne de Nicolas Sarkozy pendant la primaire, également patron de la puissante fédération Les Républicains du Nord. Il faisait partie de ces premiers élus à avoir signé cet appel lundi, à répondre à cette main tendue d'Emmanuel Macron, à vouloir travailler avec le nouveau président de la République. Et bien c'était les prémices donc à son ralliement.
Notez enfin que François Baroin, le chef de file des LR pour les élections législatives, a déjà commenté ces nominations. Il les regrette à titre personnel, même s'il conserve son amitié pour ces hommes. Regretter à titre personnel, c'est déjà l'expression qu'il avait utilisée pour parler de la nomination comme Premier ministre d'Édouard Philippe. Merci beaucoup Tam, alors que l'on voit les passations de pouvoir qui se préparent, vous voyez sur ces images, au ministère de l'Éducation, au ministère de la Culture, rue de Valois, ou encore au ministère de la Justice. Alors, une des prises de ce gouvernement, c'est bien entendu Nicolas Hulot. Il avait décliné les offres des présidents précédents. Il a finalement accepté la proposition d'Emmanuel Macron d'intégrer le gouvernement au nouveau ministère de la Transition écologique et solidaire. Son portrait signé Stéphane Amalian. À 62 ans, Nicolas Hulot intègre le dispositif d'Emmanuel Macron. Courtisé par les hommes politiques, il refuse à Jacques Chirac en 2002, puis à François Hollande en 2016 le poste de ministre de l'écologie. L'ancien animateur d'Ushuaïa parvient à mettre l'environnement au cœur du débat. Son pacte écologique, signé par les candidats à la présidentielle de 2007, conduit à la création du Grenelle de l'environnement par Nicolas Sarkozy. Le Grenelle de l'environnement sera respecté scrupuleusement. Il en va de la crédibilité de l'État et de la politique. Promesse non tenue, Nicolas Hulot quitte la table des négociations suite à l'abandon de la taxe carbone par le gouvernement. Souvent réticent à prendre des responsabilités politiques, il se lance dans la bataille de la primaire écologiste en 2012. Ma candidature s'inscrit dans le souci de l'intérêt général et elle se situe à l'opposé des choix, des méthodes et de la vision de la majorité actuelle. Donné gagnant, il perd face à Eva Joly. Nommé envoyé spécial pour la protection de la planète par François Hollande, il lance un appel au chef d'État lors de la COP21. Après avoir entretenu le doute sur une possible candidature pour 2017, il décide de ne pas y aller, mais fédère autour de lui 80 ONG, dont Oxfam, WWF ou Greenpeace, pour peser sur la présidentielle. Et une réaction à cette nomination de Nicolas Hulot avec le sénateur Europe Écologie Les Verts de Loire-Atlantique, Ronan Dantec, qui est au micro de Saveria Rojek. On l'écoute. Ronan Dantec, bonjour. Bonjour. Nicolas Hulot à la transition écologique, c'est une très bonne nouvelle, une preuve de l'engagement du chef de l'État dans ce domaine. Ça prouve, je crois, déjà que la question de la crise environnementale, de l'urgence du défi écologique est au cœur aujourd'hui d'un gouvernement sérieux. C'est-à-dire on ne peut pas faire abstraction de cette crise et de l'attente d'une partie des électeurs. Donc je crois que c'est un signal important, fort, et effectivement, et maintenant on souhaite toute la réussite possible pour Nicolas Hulot. Alors Cécile Duflot ce matin disait attention à ce que ce ne soit pas une prise de guerre, juste un trophée de l'affichage. Je pense qu'on le saura rapidement. Nicolas Hulot est un militant sincère. Il n'est pas allé sans garantie. Je note par exemple que sur l'aéroport ce matin, Castaner, qui va donc être le porte-parole du gouvernement, a infléchi la position telle qu'on l'entendait ces derniers jours et a reparlé de remise à plat du projet. Donc je pense que ça fait partie des choses que Nicolas Hulot a pu négocier. Justement pour vous, Nicolas Hulot, la transition écologique, est-ce que ça veut dire que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne verra pas le jour définitivement ? Moi, je reste convaincu que s'il y a une remise à plat sérieuse, on démontrera que ce projet n'est pas sérieux. Mais qu'on ne peut pas non plus l'abandonner comme ça après une consultation, même si elle est critiquable sur ses modalités. Donc je pense que là, il y a un processus normal et que cette remise à plat fait partie du processus aujourd'hui. Mais je note surtout qu'Emmanuel Macron s'est aussi engagé à respecter cette loi de transition énergétique à laquelle j'ai fortement participé ici, avec des objectifs quantitatifs forts pour 2025. Ce gouvernement, ce quinquennat ira jusqu'en 2022. Donc c'est lui qui doit mettre en œuvre véritablement la transition énergétique. Donc là aussi, Nicolas Hulot, je pense, aura un rôle extrêmement important à jouer. Plus généralement, quand vous regardez la composition de ce gouvernement, sur le renouvellement, sur la parité, vous dites promesse tenue ? Écoutez, moi, je pense que c'est un gouvernement qui correspond à la démarche d'Emmanuel Macron, très clairement. Plutôt avec son premier cercle, au final. Ceux qui ont cru en lui très vite, et notamment un certain nombre de sénateurs comme Gérard Collomb ou le président Mézard. Mais les fidèles sont là. Les fidèles sont là. Donc ça veut dire aussi qu'il conçoit un gouvernement qui sera en soutien. Pensez à Jacques Mézard également. Jacques Mézard que j'ai cité, et Ferrand à la cohésion des territoires. Ça, c'est un signal pour moi extrêmement important. Comment vous l'analysez, ce ministère de la cohésion des territoires ? Je crois que le président a obligatoirement lu
la fracture territoriale qui s'est exprimée dans les urnes, qui est très très nette partout, entre les métropoles et les territoires ruraux, entre les chefs-lieux de canton et les plus petites communes. On voit bien que ce pays, aujourd'hui, est dans une fracture très très forte. Avoir un ministre, en plus un ministre finistérien sur ces questions-là, je pense que c'est un signal intéressant. Après, il faut trouver les mesures. Et effectivement, on voit aujourd'hui que les collectivités territoriales ont perdu une partie de leurs moyens, que l'investissement s'effondre dans les territoires. Et derrière, c'est des artisans qui ne trouvent plus dans la commande publique finalement de quoi équilibrer leur propre activité. Donc il y a quand même toujours une contradiction qu'il faudra éclaircir entre demander aux collectivités de nouveau des baisses budgétaires et puis vouloir la cohésion des territoires. Merci beaucoup. Merci Ronan Dantac d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Saveria pour cette réaction. 11 hommes, 11 femmes, la parité a été respectée. Ce gouvernement de centre-droit qui fait la part belle à la société civile se réunira dès demain pour un premier Conseil des ministres. L'analyse et le décryptage tout de suite avec mes invités. Et mes invités sur ce plateau, Laetitia Krupa, bonjour, vous êtes journaliste au JDD, merci d'être avec nous. Alexis Massart est également sur ce plateau, bonjour, vous êtes politologue, spécialiste du centre, vous êtes le directeur de l'École européenne de sciences politiques à l'Université catholique de Lille, merci d'être avec nous. J'accueille enfin Laurent Bouvet, bonjour, vous êtes politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Un premier commentaire sur la composition peut-être de ce gouvernement avec vous, Laurent Bouvet. On sait qu'Emmanuel Macron voulait réunir des hommes, des femmes de bon sens pour des réformes justes, efficaces. C'est ce qu'il avait dit. Sa promesse est-elle tenue ? Oui, bon, le gouvernement est un gouvernement qui fait rentrer des figures nouvelles dans la... disons, au premier rang, avec des personnalités plus habituelles, on va dire. Simplement, moi, ma première réaction, quand j'ai entendu les noms, c'est que ce qu'avait... pas promis, mais ce qu'incarne Emmanuel Macron et son Premier ministre, évidemment Édouard Philippe, c'est une rupture, une disruption, si on emploie ce mot pas très joli venu de l'anglais, qui a beaucoup été utilisé pendant la campagne, qui est vraiment la marque de fabrique de cette transformation en profondeur. On voit finalement que le gouvernement est un petit peu en décalage, voire en retrait par rapport à ça. Parce que quand on regarde des personnalités qui viennent plutôt de la gauche, Gérard Collomb, Jean-Yves Le Drian ou Richard Ferrand, c'est des personnalités qui ont été proches d'Emmanuel Macron assez tôt dans la campagne, mais ça renouvelle pas beaucoup le cadre. Il y a très très peu finalement de prises, comme on dit, à droite. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, qui sont dans le ministère économique. Ouais. Et puis tout un ensemble de gens venus de la société civile qui sont pour la plupart des très bons professionnels ou des bonnes idées plutôt. On peut penser à Françoise Nyssen à la culture. Ça, c'est Nicolas Hulot quand même, sa personnalité. Et alors je gardais le meilleur presque pour la fin. Je laisse de côté François Bayrou et Marielle de Sarney qui étaient prévus à bord, bien sûr, pour le MoDem. Et Nicolas Hulot qui absorbe un petit peu toute l'énergie écologiste parce qu'on voit bien que les écologistes qui avaient rejoint d'Europe Écologie Les Verts, qui avaient rejoint Emmanuel Macron, on pense à François de Rugy, Barbara Pompili notamment, ne sont pas présents. Donc comme si toute l'énergie, sans mauvais jeu de mots, écologique était absorbée dans la personnalité déjà très connue médiatique. On se rappelle que Nicolas Hulot avait déjà été envisagé pour être ministre sous Jacques Chirac. Donc là aussi, le renouvellement n'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Alexis Massart, vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est vrai que sur le renouvellement, c'est peut-être un peu en deçà de ce qui avait été annoncé? Oui, c'est-à-dire que le pari est tenu sur la société civile. On voit un certain nombre de personnalités apparaître. On peut penser aussi à la nouvelle ministre des Sports, très connue. Ceci étant, sur l'aspect... Laura Flessel. Laura Flessel, tout à fait. Sur l'aspect plus politique, effectivement, on peut rester un petit peu sur notre faim. On entendait beaucoup parler des prises de guerre chez les Républicains, qui allaient imploser là, depuis 48 heures, 72 heures. Bon, Bruno Le Maire et son score aux élections primaires, c'est pas non plus extraordinaire. Gérald Darmanin, c'est un signe vers les sarkozystes, un sarkozyste montant, mais c'est pas encore à ce stade une figure majeure. Cela c'est un petit peu limité. Et je suis assez surpris aussi que l'ouverture vers la droite se situe vraiment vers les Républicains, puisque du côté de l'UDI, par contre, je ne retrouve personne. Ouais. Il y a quand même 3 personnalités issues du MoDem, dont le président François Bayrou, Marielle de Sarnez ou encore Sylvie Goulard. Du MoDem, tout à fait.
où là on retrouve d'ailleurs, même dans les ministres d'État, un équilibre entre le signe donné vers En Marche avec le premier ministre d'État par ordre protocolaire pour rassurer suite à la nomination d'un Premier ministre de droite, suivi ensuite de Nicolas Hulot, société civile, davantage écologiste, et ensuite François Bayrou. Donc il y a l'équilibre, on retrouve les soutiens d'avant premier tour au travers du MoDem. Mais par rapport à l'élargissement et à la question aussi de la future majorité présidentielle, si En Marche n'a pas une majorité absolue aux élections législatives, quid de l'UDI qui, pourtant, me semble-t-il, est le terrain le plus favorable à une discussion avec le nouveau président de la République et son Premier ministre. Il n'a pas réussi à ouvrir suffisamment à droite, Laetitia Krupa, d'un point de vue de la communication. Votre premier commentaire, votre première analyse? En termes d'image, je vais redire ce que disent mes confrères. Évidemment, pas de surprise. On attendait une surprise, on attendait des noms, on attendait des personnalités connues, des personnalités qui tranchent, un peu une transgression, vous voyez, dans cette politique que Emmanuel Macron nous promet nouvelle, novatrice, révolutionnaire même, il avait employé ces mots-là. Non, finalement, en plus, Nicolas Hulot, le problème c'est que ça a fuité depuis quelques jours, donc ce n'est pas une surprise, c'est-à-dire que l'effet surprise, on ne l'a pas. Voilà, aujourd'hui c'était clair. L'effet surprise sur Laura Flessel, oui, mais en tout cas, une sportive au ministère des Sports, ça n'a rien de surprenant. Donc finalement, même Nicolas Hulot, si on lit un petit peu ce qu'il a écrit là dans la foulée de sa nomination, une heure après, il fait paraître un communiqué et il rappelle que, effectivement, être ministre n'a jamais été un objectif en soi et que cette donne politique doit ouvrir de nouvelles opportunités. Discours, encore une fois, très commun, qui ne veut pas dire grand-chose. Voilà, donc on attend de savoir si ce gouvernement est vraiment un gouvernement de combat ou c'est juste un gouvernement anti-choc avant les législatives. Ouais. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. C'est votre sentiment aussi, Laurent Bouvet, c'est un gouvernement finalement pour mener la campagne des législatives, un gouvernement de transition? Mais ça apparaît comme un gouvernement alors de transition ou du moins provisoire qui pourrait être modifié avec le résultat des législatives parce qu'on est dans une situation d'incertitude quand même. Là, on a pour la première fois depuis très longtemps des législatives qui s'annoncent comme ça, un mois de la présidentielle extrêmement incertaine. Donc, je pense que on peut déjà dire qu'il y aura des transformations. Alors, dans quel sens, évidemment, on ne peut pas le savoir, puisque le résultat des législatives sera déterminant, mais on voit bien que c'est une architecture, disons, provisoire, qui va évoluer parce que on a un sentiment peut-être d'inachèvement. On voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas complet là dans ce dispositif. Oui. Alors, avant de poursuivre l'analyse, autre réaction, celle du sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine, Roger Karoutchi, avec vous, Saveria Rojek. Karoutchi, Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin au budget, ce sont des belles prises pour Emmanuel Macron? Des prises belles, c'est vous qui le dites. Moi, je pense que d'abord, il n'y en a que deux. On pourrait se rassurer, il n'y a que 2 républicains sur 22 ministres. Je parle des ministres, pas du Premier ministre qui est le chef du gouvernement. 2 sur 22, on est loin des 6-7 qu'on imaginait ou que peut-être certains espéraient pour eux-mêmes et qui doivent être déçus aujourd'hui. En même temps, les deux sont curieusement réunis à Bercy. Aussi bien le maire que Darmanin, pour que j'ai de l'amitié et de l'estime. Enfin, les deux à Bercy, c'est-à-dire les deux dans le ministère qui a été celui, assez longuement, d'Emmanuel Macron. Je veux dire par là que le président de la République aura probablement un œil, pour ne pas dire plus, très lié à ce qui se fera à Bercy. Donc on voit bien que les grands ministères plus autonomes, l'intérieur, la défense, ne sont pas pour les Républicains. Je regrette d'ailleurs, après tout, peut-être que Bruno Le Maire aurait pu dire... il y a des ministres d'État, il y a un socialiste, il y a un écologiste, il y a un MoDem, what else? Pourquoi je ne suis que 9e dans l'ordre hiérarchique? Ce n'est pas une critique, il voulait être ministre, il est ministre, mais du côté des Républicains, il n'y aura pas l'hémorragie que certains annonçaient, où on nous disait vous en allez avoir de toutes les tendances, de toutes les familles internes des Républicains, ça n'est pas le cas. Au final, beaucoup de bruit pour rien, c'est ça, dans la division de la droite? Ce serait presque shakespearien, moi je ne sais pas, parce qu'en réalité, peut-être que d'ailleurs le président de la République, dans sa sagesse, a entendu le message des Républicains qui dit, Monsieur le Président, la démocratie c'est d'abord les législatives, ensuite, soit la droite gagne, et vous
formez un gouvernement avec la droite. Soit la droite perd et vous pouvez parfaitement ouvrir, définir des projets, des propositions. Mais c'est absurde, avant les élections législatives, de dire, ben voilà, il y a un gouvernement, c'est comme ça, il y a tout le monde. On sait bien qu'on n'est pas sur les mêmes projets. Monsieur Macron n'a pas les mêmes idées que nous sur la CSG, sur les salaires et les retraites, pas sur les textes sur le terrorisme, pas sur l'immigration. Quelle ligne politique aujourd'hui, on ne sait pas. Donc si vous deviez qualifier ce gouvernement, c'est un gouvernement de gauche, de centre-gauche ? Je ne sais pas si on peut le classer politiquement. En tout cas, c'est un gouvernement qui ne détonne pas et n'étonne pas. On s'attendait quand même à beaucoup de gens totalement nouveaux, à des surprises. Et puis finalement, dans les anciens partis, socialistes, Modem et tout, c'est quand même des gens très installés depuis longtemps. Donc il n'y a pas beaucoup de surprises. Et très rapidement, pour finir, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ce soir ne font plus partie des Républicains ? Le bureau politique a décidé il y a déjà quelques jours que ceux qui iraient au gouvernement avant les élections législatives se mettaient d'eux-mêmes en dehors du parti. C'est leur choix. Très bien. Merci Roger Karoutchi pour cette réaction. Merci beaucoup. Merci Saverien pour cette réaction. Et puis vous le disiez, eh bien, les membres des Républicains nommés au gouvernement ne font plus partie de LR. Annonce à l'instant de Bernard Accoyer. Alexis Massard, on parlait de ce gouvernement peut-être de transition qui laisse peut-être un sentiment d'inachevé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que nous disait Laurent Bouvet ? Tout à fait. On est effectivement, à mon avis, sur une période de transition. Alors, est-ce que Nicolas Hulot sera de transition ou est-ce qu'il restera derrière ? On verra bien. Mais effectivement, il y a des manquements. Il a dû négocier certainement des marges de manœuvre, Nicolas Hulot, pour éviter peut-être une démission malvenue rapidement. Depuis 48 heures, parce qu'effectivement, l'effet surprise, il a fait un peu flop, malheureusement, alors que jusqu'à présent, la culture du secret était assez présente dans l'équipe Macron. Là, il y a eu pas mal de fuites. Résultat, le choc attendu n'est pas forcément au rendez-vous. Oui, négocier, j'imagine très bien qu'il a dû négocier, puisqu'il avait négocié déjà avec Jacques Chirac pour refuser, ensuite avec Nicolas Sarkozy, puis avec François Hollande. S'il accepte cette fois-ci, c'est peut-être que ça a été plus loin. Mais par contre, effectivement, pour revenir sur ce que disait Laurent, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, on est sur une phase transitoire. On va attendre le résultat des élections législatives. On n'a aucune projection fiable à ce stade. Est-ce qu'En Marche aura une majorité absolue, aura une majorité relative ? Est-ce qu'on revivra ce qu'on avait vécu avec le gouvernement Rocard en 88, où il y avait une majorité relative et une partie du centre droit s'était alliée à lui pour l'aider à gouverner ? Il y a beaucoup d'incertitudes et par définition, tout ça va être remis à plat au lendemain des élections législatives, une fois qu'on aura une visibilité sur une potentielle majorité présidentielle. Et d'ailleurs, en parlant des fuites, ce qui est aussi amusant de remarquer, c'est que les deux noms, Le Maire et Darmanin, ont fuité aussi il y a quelques heures, parce que certainement qu'il sait que ce ne sont pas des prises de guerre si identifiées que ça, si people que ça. Donc on fait fuiter pour ne pas avoir après en conséquence ce ne sont finalement des personnalités plutôt faibles dans le camp des Républicains, etc. Alors juste un petit conseil moi que je donnerais au gouvernement et notamment à Édouard Philippe qui tweet quelques minutes après gouvernement nommé et maintenant au travail. Ok, d'accord, c'est juste peut-être faire un petit exercice pédago sur justement ces membres de la société civile, parce qu'ils sont inconnus du grand public. Alors s'ils sont nommés, c'est qu'ils ont certainement la compétence, ça a été vraiment rappelé par l'équipe Macron, c'était un des éléments fondamentaux pour être nommé à des postes comme ceci. Donc qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Et peut-être ce travail-là va pouvoir aider aussi à comprendre ce gouvernement, parce qu'ils sont relativement nombreux. Laurent Bouvet, c'est vrai que quand on s'attarde bien sur les entrants issus de la société civile, ça non plus, c'est pas une nouveauté. On a régulièrement eu l'habitude dans les gouvernements précédents de voir des membres issus de la société civile, peut-être pas. Là, ils sont nombreux. Oui, c'est ça. Là, il y a vraiment un nombre important de membres de la société civile. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un membre de la société civile, peut-être, pour déjà bien clarifier les choses. Un membre de la société civile, tel qu'on l'entend dans le vocabulaire politique français, parce que ce terme est compliqué. C'est pas, si vous dites société civile dans les différents pays européens qui nous entourent, vous n'aurez pas du tout la même signification. Donc, pour la France en politique, la société civile, en fait, ce sont des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique. C'est-à-dire qui n'ont pas vu se succéder les mandats politiques. Là, on en a un certain nombre. Ce sont des gens qui sont nommés à des postes. On voit derrière vous, par exemple, Françoise Nyssen, ministre de la Culture. Qui est une, pour le coup, ça c'est un bel effet éditrice, qui est Actes Sud.
la fille qui a repris Hubert Nissen, le fondateur de la maison Actes Sud à Arles, qui a repris cette maison d'édition et qui l'a fait prospérer depuis. C'est une maison d'édition qui a obtenu de nombreux prix, qui est très prestigieuse, même si c'est une petite maison indépendante, c'est pas une grosse maison. Donc ça, en plus son nom n'avait jamais été cité d'aucune manière par aucun gouvernement précédent. C'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le paysage, qui est un Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, lui, est beaucoup plus connu dans le monde politique, puisqu'il a devient ministre de l'Éducation nationale. Il a exercé de grandes responsabilités en tant que recteur. Il avait eu un rôle important en tant que recteur de Créteil, notamment sur des innovations. Il a été DGESCO, c'est-à-dire le grand directeur au ministère de l'Éducation nationale sur l'enseignement scolaire. Il était directeur de l'ESSEC. C'est quelqu'un qui est très connu. C'est un collègue professeur de droit, moi, que j'ai connu il y a déjà très longtemps. On a une grande médecin, Agnès Buzyn, aux Solidarités à la santé. On a Flora Flessel, qui est très connue du grand public. Et Muriel Pénicaud, parce qu'on la voit derrière vous. Qui est beaucoup ça, moins c'est intéressant connue, comme profil. Qui est une DRH, une ancienne DRH de Danone, si je crois. C'est Barre Orange, Dassault, Danone. Voilà, qui a fait plusieurs grands groupes, donc qui vient du privé, de la direction des groupes privés, et puis qui est rentrée dans l'administration, puisqu'elle dirigeait Business France, c'est-à-dire l'agence qui s'occupe de l'attractivité de ces questions, donc qui a une expérience de l'administration au ministère de l'économie à Bercy, donc qui connaît bien aussi. C'est une personnalité intéressante et qui va avoir très vite des dossiers qui concernent la réforme du Code du travail. Du gros dossier sur les fameuses ordonnances et la réforme du Code du travail. Ça va être quelque chose de très lourd. Alors on peut imaginer que et Matignon et bien sûr l'Élysée vont être en soutien, voire un peu plus que ça sur cette réforme. Et c'est pour ça peut-être que c'est pas aussi un poids lourd politique qui occupe ce ministère. Ouais, mais Alexis, pardon. Alors, non, justement, juste là, c'est une idée qui me traverse l'esprit. Effectivement, quand vous parlez d'Élysée et Matignon, moi je me pose la question de quel est le poids là de Édouard Philippe dans ces nominations. C'est-à-dire qu'on nous a dit que les tractations étaient âpres, c'est pour ça que ça prenait du temps et qu'on a mis 24 heures de plus à annoncer ce gouvernement. Bon, les Philippot-compatibles, à part Darmanin, effectivement... C'est la marque d'Emmanuel Macron, vous voyez la marque d'Emmanuel Macron dans le gouvernement, apparemment, oui, alors peut-être pas pour la société civile, mais enfin, oui, par exemple, Nissen, je vois Emmanuel Macron, oui, complètement. Ouais. Un mot avec vous, Alexis Massard, justement sur Muriel Pénicaud, puisqu'on le disait, elle va avoir justement ces dossiers de réforme du Code du travail à gérer par ordonnance, c'est le premier dossier chaud. Qu'est-ce que ça dit, ce choix de quelqu'un qui vient justement du privé pour gérer ces dossiers? Du privé, de grands groupes, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même l'habitude en tant que DRH de pratiquer vraiment le dialogue social au sein de l'entreprise. Et si on a bien compris ce que souhaitait faire Emmanuel Macron, c'était bien délocaliser au sein de l'entreprise le dialogue social. Donc je pense que là, c'est un signe qui conforte un petit peu cet élément. Elle est par définition aussi connue des syndicats, donc je pense que pour un poste de ce type, c'est important. Et par ailleurs, parce que j'entendais tout à l'heure, juste après l'annonce du gouvernement, des commentaires sur finalement la parité homme-femme. À nouveau, les femmes sont sur des postes moins importants. Alors, si on prend la lecture de l'ordre protocolaire, effectivement, on peut faire cette remarque. Ceci étant, quand on y regarde de plus près, par rapport aux enjeux premiers qui ont été fixés pour le quinquennat qui arrive, on retrouve quand même, là on vient d'en parler, une femme au ministère du Travail sur quand même un des enjeux importants, la question de l'Europe. Alors même si là on a deux personnes qui gèrent l'Europe, puisque l'Europe et les affaires étrangères sont mêlées, mais il y a Marielle de Sarnez qui est sur cette question-là. Alors que l'on voit, pardon, Alexis Massard, sur ces images, la passation de pouvoir qui se fait entre Jean-Marc Ayrault, l'ancien ministre des Affaires étrangères, avec Jean-Yves Le Drian. Cette image, qu'est-ce que ça dit? C'est le changement dans la continuité. On savait que Jean-Yves Le Drian était parti pour rester. Oui, là, très clairement, Jean-Yves Le Drian, c'était une des grosses prises de la campagne d'Emmanuel Macron. C'est un des ministres emblématiques du gouvernement sortant. Un des plus populaires. Un des plus populaires, voilà, au point tel qu'il est dérogatoire, puisqu'il a pu garder sa présidence de conseil régional. Qu'en sera-t-il dans les temps qui viennent? Je ne sais pas s'il a déjà donné l'information ou pas. Donc là, effectivement, c'est logique de le retrouver à un poste. On s'attendait à le voir rester sur place. Et finalement, ce changement, au regard de l'expérience qu'il vient d'acquérir
conquérir au sein de la défense. Il change de portefeuille, il démultiplie ses compétences. C'était attendu. C'est une caution régalienne, Laetitia Krupa, Jean-Yves Le Drian, caution régalienne d'Emmanuel Macron, le fait de le conserver au sein du gouvernement. Oui, et puis il est très connu par les Français. Il a rassuré les Français voilà, dans la lutte que la France mène contre Daesh, contre le terrorisme. C'était une figure pilier de effectivement la sécurité, de toute la politique sécuritaire de la France sur le plan, au plan national. Donc bien sûr que c'est évidemment là, comme Nicolas Hulot, moi je dirais peut-être même en termes de popularité, une belle prise, oui, évidemment. Laurent Bouvet, un mot sur Jean-Yves Le Drian. Oui, c'est à la fois la compétence reconnue, quelqu'un de tout à fait non seulement respecté, mais même, je crois, admiré au sein de l'armée. Il a vraiment su conquérir le cœur des militaires. Et puis, quelqu'un qui a été une des rares réussites publiques dont on peut immédiatement juger. On verra pour le bilan du quinquennat Hollande, évidemment, historiquement. Avec un double périmètre, on le voit, il sera un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça, il faut le souligner, parce que c'est la première fois que le ministère des Affaires étrangères s'intitule ministère de l'Europe, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça, c'est très particulier. Et c'est un signe, d'ailleurs, dans ce gouvernement, c'est un gouvernement très pro-européen, très européen. Ce sont des personnalités qui toutes, de Sylvie Goulard à la Défense, François Bayrou, Marielle de Sarney, évidemment, Bruno Le Maire, qui a été aussi en charge des affaires européennes. Gérard Collomb. Ce sont des gens qui sont tous des Européens au sens Union européenne, de la construction européenne actuelle, convaincus. Ce ne sont pas des eurosceptiques, des gens qui doutent, qui aimeraient réorienter la construction européenne. Ce ne sont évidemment pas des souverainistes. Bon, mais ça, c'était évidemment pas le sens de la candidature et de la victoire d'Emmanuel Macron, mais c'est un petit peu plus que ça. Ce sont des gens qui sont ou qui ont été des enthousiastes de la construction européenne. Et je crois que ça, c'est un signe important que veut donner aussi Emmanuel Macron à travers ce gouvernement. Alors, avant de continuer, Alexis Massard, puisqu'on a une autre réaction, celle du sénateur socialiste Alain Richard, ancien ministre. Il nous disait il y a quelque temps sur ce plateau qu'il était prêt à soutenir la majorité présidentielle. Il était à vos côtés, ça ne veut rien. Absolument. Bonjour Alain Richard. Bonjour. Alors, votre réaction, justement, après la nomination, on en parlait à l'instant, de Sylvie Goulard, ministre des Armées. Vous avez vous-même été pendant 5 ans ministre de la Défense. Écoutez, c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, dont je connais les qualités intellectuelles, qui est une Européenne engagée. Donc c'est encore un point qui nous rapproche. Et puis c'est déjà la nouvelle génération. C'est quelqu'un qui accède à cette responsabilité. D'ailleurs à peu près à l'âge que j'avais quand j'y suis entré, mais ça fait très longtemps. Et à qui d'ailleurs le chef de l'État, parce que ça, je suis sûr que ça vient de lui, a voulu donner le titre de ministre des Armées, qui se pratiquait à l'époque du général de Gaulle, lequel y avait tenu, je pense, parce qu'il voulait au fond exprimer que la défense, c'était sa mission à lui. Parce qu'à l'époque aussi, on avait fusionné les anciens ministères qui étaient de la guerre, c'est-à-dire de l'armée de terre, de la marine et de l'air. Donc il y avait l'idée que le ministre était au fond chargé de préparer les armées, de les organiser, mais que la fonction de défense et la stratégie, c'était le chef de l'État. Donc, comme ça faisait juste 40 ans, ça remonte à Giscard, qu'on employait le terme de la défense et qu'on en change, c'est pas tout à fait indifférent. Ça a été voulu par le président Macron. Et Jean-Yves Le Drian, de la Défense au Quai d'Orsay, comment vous l'interprétez ? En effet, vous savez, quand on est à la Défense, je ne dis pas qu'on est un sous-ministre des Affaires étrangères, parce qu'on est d'abord centré sur, évidemment, l'organisation des forces et la gestion des capacités des armées. Mais on passe beaucoup de temps quand même en dialogue avec l'extérieur, et il y a, dans la terminologie qu'on emploie, ce qu'on appelle une diplomatie de défense. C'est-à-dire que pour beaucoup de pays partenaires qui sont dans des situations troublées, qui sont dans des zones à risque, la relation avec la France et le lien de confiance qu'on établit avec eux est une force. Et puis il y a, évidemment, et ça Jean-Yves, évidemment, en a fait plus que sa part, en même temps qu'à ces relations de confiance, il y a aussi des relations de livraison de matériel qui ont quelque importance pour nos industries. Alain Richard, de façon plus générale, quel regard portez-vous sur ce tout nouveau gouvernement, sur le renouvellement des visages, sur la parité? La promesse est tenue, la promesse du chef de l'État? Oui. Moi, si vous voulez, j'ai souhaité très fortement la victoire d'Emmanuel Macron et je rejoins son mouvement parce que je pense qu'il y a besoin d'une force nouvelle
à vocation sociale, mais réaliste sur le plan économique et déterminé à faire les réformes nécessaires, et qu'il faut une force politique concentrée et comment dire, cohérente pour ça. Donc il a fait le gouvernement, ils ont fait avec Édouard Philippe le gouvernement avec une volonté de rassemblement, mais aussi avec une volonté de recueillir la volonté, comment dire, l'accord des Français lors des élections législatives, et forcément ça sera autour de leur mouvement. Très bien, merci beaucoup. Merci Alain Richard pour cette réaction. Merci. Merci Saveria. On continue l'analyse de ce nouveau gouvernement avec vous, Bruno Cotresse, vous nous avez rejoint. Bonsoir, politologue, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF. On disait bien que ce gouvernement tenait sa promesse en matière de société civile, de personnalités issues de la société civile. Pour le reste, est-ce que l'équilibre a été trouvé entre la gauche, la droite, le centre? Quel regard portez-vous sur cette composition dans la annoncée? parité, aucun souci. L'équilibre gauche, droite, centre, société civile à peu près. Quand on regarde les choses de près, on voit que ceux qui viennent de la gauche sont au fond des socialistes qui avaient rallié déjà Emmanuel Macron et En Marche. Et il y a bien sûr à droite la grosse prise de guerre de Bruno Le Maire, évidemment. Donc côté centriste, on voit que effectivement les gens du MoDem, François Bayrou, Marielle de Sarnez occupent des positions qui sont importantes. François Bayrou, ministre d'État sur un poste régalien à la justice. Donc effectivement, pour le moment, pas trop mal sur les équilibres et notamment ce dosage un peu savant du et gauche et droite pour être au centre. Donc pas mal. Sur le renouveau, je dirais que je suis plus en demi-teinte sur le renouveau. On voit des personnalités, pour certaines d'entre elles, qui soit sont dans le paysage politique depuis un bon moment, soit ont déjà occupé des fonctions. On va voir une passation de pouvoir au ministère des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian. Elle a lieu en ce moment, qui incarne un peu moins bien, on va dire, le renouveau. Donc on voit un gouvernement, premier gouvernement, parce qu'il y aura quand même sans aucun doute des ajustements après les législatives, qui cochent pas mal certaines des cases d'Emmanuel Macron, mais pas toutes complètement. Ouais. Notamment Gérard Collomb, peut-être Laurent Bouvet, puisqu'on l'a entendu s'exprimer au début de cette émission. Quel signal est-ce que Emmanuel Macron a voulu envoyer en nommant Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur? On voit que c'est peut-être la fidélité qui, avant tout, récompensée. Gérard Collomb, c'est le grand élu qui est le premier, très tôt, a cru en Emmanuel Macron. Donc c'est le vieux grognard. Ceux des téléspectateurs qui ont vu les images de la passation de pouvoir à l'Élysée dimanche ont vu la manière très napoléonienne dont Emmanuel Macron dosait son remerciement à l'ensemble des gens qu'il saluait, de la poignée de main jusqu'à la tape appuyée sur la joue. Donc Gérard Collomb, c'est celui avec lequel il y a eu l'échange le plus intense. Il était très ému, il avait les larmes à l'œil. On se rappelait, pour les plus anciens, de Mitterrand avec Mendes France en 81, où Mitterrand avait chaleureusement salué, remercié en disant tout ça c'est grâce à vous, de Mendes France, qui était évidemment déjà âgé et ému lui aussi. Bon. Toutes choses égales par ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà, Gérard Collomb, c'est le pilier, c'est un maire de Lyon, de la métro, qui a construit la métropole autour de Lyon, donc qui est une collectivité locale à part en France, qui est une préfiguration de ces formes métropolitaines dont on nous parle maintenant depuis un certain nombre d'années, qui est un très grand élu local, qui a su être, qui a incarné aussi un dynamisme économique très fort. Et puis Gérard Collomb représente historiquement un des courants, le courant moderniste du Parti socialiste, de ce qu'on appelle l'aile droite du Parti socialiste, les réformistes, etc. Il a été, dans sa carrière politique, ça fait 40 ans qu'il est dans la carrière politique, au PS notamment, il a été toujours de ce côté-là. Donc il a été souvent rejeté, très souvent un peu minoré. Là, pour lui, c'est aussi une reconnaissance. C'est la première fois en 40 ans qu'il est ministre, parce qu'on a parlé de lui pour être ministre à plusieurs reprises. Dans les 4 fois successives où le Parti socialiste était arrivé au pouvoir, depuis 81, jamais il n'a été. Là, il est le Premier ministre après le Premier ministre, si je puis dire, puisqu'il est ministre d'État dans l'ordre protocolaire. Donc voilà, c'est tout ça, Gérard Collomb. Voilà, alors il est, je pense aussi, très ému de quitter Lyon et sa métropole, parce que pour lui, c'est l'histoire de sa vie. Donc voilà. Bon. Moi, je pose juste une question, je vous écoute, et effectivement, ça s'entend qu'on
complètement. Et finalement, on comprend le geste d'Emmanuel Macron qui remercie le plus fidèle parmi les fidèles. Est-il le plus compétent pour ce ministère ? C'est juste la question que je pose. Le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère de compétence générale quand même. Oui, mais c'est juste, est-ce que c'est si évident que ça de le voir non, je pose juste la question, est-ce que c'est si évident de voir Gérard Collomb à l'intérieur ? On avait été habitué à des hommes plus jeunes, outre Cazeneuve évidemment, mais plus énergiques, etc. On se rappelle d'un Sarkozy, d'un Valls. Est-ce que c'est un homme qui va rassurer les Français ? On sait que c'est quand même un des ministères clés, surtout en ce moment. Je pose la question. Alors, peut-être n'ai pas la réponse. La réponse d'Alexis Massard. Ma réponse n'est pas forcément absolue, mais je pense quand même, parce qu'on a bien senti chez Cazeneuve, justement, qu'il avait un peu plus rassuré les Français après des épisodes Sarkozy et Valls, alors qui étaient effectivement plutôt dans le rentre-dedans, mais à un moment de forte tension, avoir aussi quelqu'un d'un peu plus posé, je pense que ça avait eu son effet avec Bernard Cazeneuve. Quant au tout jeune récent, Mathias Fécal, le ministre de l'Intérieur, il est resté quand même très peu de temps, donc on ne peut pas... Pardon Alexis Massard, mes priorités au direct, je vous propose d'écouter Jean-Yves Le Drian. On voit poignée de main appuyée, il succède à Jean-Marc Ayrault au Quai d'Orsay, il devient ministre de l'Europe. On rappelait ce périmètre élargi, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. On écoute l'ancien ministre de la Défense. Monsieur le Premier ministre, cher Jean-Marc, Madame la ministre, Messieurs les ministres, chers amis, quelques mots simplement. D'abord pour constater qu'en fait, au ministère de la Défense, la tradition n'existe pas de prononcer des propos au moment de la passation de pouvoir. Alors, je ne vais pas vous faire ici mon discours bilan du ministère de la Défense, ce ne serait pas convenable. J'ai déjà eu l'occasion de le faire par anticipation il y a quelques jours. Mais à cet instant, je voudrais vous dire, parce que vous partagez, vous tous, ce qui s'est passé depuis 5 ans, combien je suis fier de l'action que la France a menée depuis ces 5 années, singulièrement par le ministère de la Défense. Vous dire la fierté qui a été la mienne à ce moment-là, la fierté qui est la mienne aujourd'hui, de poursuivre d'une autre manière ce combat de la présence de la France, mais surtout ce combat pour la sécurité des Français. Et à cet instant où je prends mes fonctions ici, j'ai cette pensée à l'égard des hommes et des femmes qui ont combattu, et en particulier à l'égard de ceux qui ont donné leur vie pour notre sécurité aux blessés, à leurs frères d'âme. Et je sais combien cette émotion est aussi partagée par l'ensemble des personnels qui sont ici. Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre me confient désormais la tâche de conduire la diplomatie et l'action internationale de la France. Je veux leur exprimer ici ma gratitude. C'est un honneur immense. C'est une responsabilité majeure que j'accepte avec gravité et avec détermination. Je voudrais vous dire, cher Jean-Marc, que au cours de ces derniers mois, tu as été le défenseur infatigable de la voix de la France dans le monde. Et je voudrais rendre hommage au travail qui a été le tien. Tu l'as rappelé dans ces différentes étapes et dans ces différents enjeux. Le travail qui a été le tien singulièrement pour cette conviction européenne que nous partageons totalement l'un et l'autre. Il se trouve, vous le savez déjà, je le dis là à la fin d'une partie de ton parcours, que Jean-Marc Ayrault et moi, nous avons une longue fréquentation. Nous avons été maires ensemble, quasiment, lui à Nantes, moi à Lorient, député. J'étais sous son autorité comme président de groupe dans de nombreuses années. J'ai eu la chance de faire partie de son gouvernement lors de l'arrivée de François Hollande. Et il se trouve que maintenant, je lui succède. Et je voudrais à cet instant lui redire mon amitié et vous souhaiter à vous deux, pour votre nouvelle vie, beaucoup de bonheur. Je sais que vous ne manquerez pas d'activité. C'est une autre vie qui vous attend, mais je sais que l'engagement
à plusieurs formes et que vous trouverez certainement les nouvelles formes pour votre épanouissement. Mesdames et Messieurs, l'élection présidentielle l'a rappelé, par d'abord l'intérêt considérable qu'elle a suscité à travers le monde, que la France tient une place singulière, une place centrale dans le concert des nations. Elle a un rang à tenir, elle a une voix à faire respecter, elle a des valeurs à défendre, elle a des intérêts à défendre. Et j'estime qu'à cet égard, il y a une forme de continuité entre le travail que j'ai mené au ministère de la Défense et la mission qui est la mienne aujourd'hui à la tête de ce ministère. Et c'est ma conviction et mon expérience aussi. Les ministères des Affaires étrangères et de la Défense ont des destins intimement liés, ne serait-ce au cours de ces derniers mois que pour le destin commun concernant la sécurité des Français que nous avons mené ensemble. Bruno Cotresse, on vient d'entendre Jean-Yves Le Drian et lui-même l'a rappelé, son expérience, cette continuité qu'il peut incarner au sein du gouvernement, qui est récompensée dans ce choix. Oui, clairement. Et en même temps, c'est vrai qu'en entendant ces mots, on a le sentiment que ceux qui voudront alimenter toute la polémique sur, eh bien, au fond, ce sont les mêmes, et il y a une matrice de François Hollande qui se perpétue, etc., vont trouver, bien sûr, dans ces propos matière à alimenter toute cette analyse. Et c'est pas le seul, il y a aussi Annick Girardin qui devient ministre des Outre-mer. Voilà, tout à fait. Et ça va être un enjeu très important pour le nouveau Premier ministre et pour Emmanuel Macron. Ça va être des enjeux extrêmement importants de maintenir le cap sur le message du renouveau, parce que c'est une des explications essentielles de ce qui s'est passé dans l'élection présidentielle de 2017. Et bien, cette dynamique de renouveau, les Français attendent beaucoup qu'Emmanuel Macron la mette en œuvre. On va parler de François Bayrou, puisqu'on voit que la passation de pouvoir va bientôt avoir lieu entre Jean-Jacques Urvoas et François Bayrou, qui devient donc garde des Sceaux. Alexis Massard, là aussi, on disait, François Bayrou, 35 ans de mandat politique au compteur. C'est vraiment un rescapé, un miraculé, François Bayrou, de redevenir ministre. Écoutez, il va pouvoir faire les semestres qui lui manquent pour prendre sa retraite pleine et entière. Le retrouver dans le gouvernement est assez logique par rapport au coup de pouce qui a été important, pas forcément déterminant, là, je crois qu'il y a discussion, mais en tout cas important au moment de l'élection présidentielle, ça c'est une chose. Le retrouver au ministère de la Justice, alors que le premier point dans sa conférence de presse en février était bien axé sur la moralisation de la vie politique. Quand il a annoncé son ralliement à Emmanuel Macron. Tout à fait. Et c'est lui qui va avoir la charge maintenant de porter ce texte devant le Parlement. Donc c'est assez logique. Ouais. Mais on oubliera vite que François Bayrou voulait juste aider Emmanuel Macron sans rien demander, bien sûr, outre cette loi sur la moralisation de la vie politique. Mais vraiment, il n'attendait rien, il ne demandait rien. Et on s'en rend compte que finalement, effectivement, tout a été discuté. Voilà, il a tout donné. Et puis bon, voilà, il se retrouve à ce ministère. C'est juste la parole de François Bayrou, son image aussi, encore une fois, qui sera mise en question. Mais peut-être qu'on oubliera vite. Laurent Bouvet, ça a été négocié largement en amont, l'entrée, ce portefeuille ministériel. C'est strictement rien. Entre François Bayrou Ils ont été assez discrets, comme on a vu. Non, mais c'était évident que là aussi, ça a été très bien dit. François Bayrou a joué un rôle très important dans la présidentielle. À un moment donné, on se rappelle plus parce que tout ça va très vite, mais François Bayrou a maintenu le suspense et a déclaré, non pas son ralliement, mais l'accord, l'alliance avec Emmanuel Macron, au moment où ça allait un petit peu moins bien pour Emmanuel Macron. C'était au moment où il y avait les déclarations sur la colonisation en Algérie, etc. Donc il est arrivé au bon moment. Emmanuel Macron, à partir de ce moment-là, est passé nettement au-dessus de François Fillon dans les intentions de vote et n'est plus jamais passé en dessous ensuite. Donc ça a été un élément clé dans la campagne. Et le MoDem, au-delà de la personnalité de François Bayrou, est bien représenté quand même. On le disait, même par rapport aux Républicains, si on compte le Premier ministre. Sylvie Goulard, bien sûr, mais il y a Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez et François Bayrou, qui sont donc trois personnalités du MoDem. Le MoDem, c'est un tout petit parti. C'est un parti qui n'existe quasiment plus. Vous savez qu'ils étaient très exigeants déjà au niveau des législatives. On le voit
aussi sur les circonscriptions législatives. Hein, 0 député actuellement. Exactement, très important. Donc, elle vaut cher quand même cette alliance de François Bayrou. Oui, mais elle a été, on ne sait pas quel poids elle a eu et quelles conséquences. Alors, est-ce qu'elle a été décisive ou pas pour la victoire? Voilà, on laisse ça de côté. En tout cas, elle a été très importante dans la construction de la victoire d'Emmanuel Macron. On peut dire ça, voilà, sans trop de peur de se tromper. Et donc, c'est un remerciement important. Et François Bayrou, bon, il revient au gouvernement. Il a dit que Emmanuel Macron avait réussi à faire ce que lui n'avait jamais pu faire, la possibilité d'un centre. Enfin, bon, voilà, il va montrer peut-être que. Voilà, son ralliement. Alors. Beaucoup d'observateurs diront que quand même, au moment où François Bayrou rejoint Emmanuel Macron, on voit Emmanuel Macron qui effectivement passe de 18 à 23 à 24% d'intention de vote. Donc c'est bien ce petit capital que François Bayrou a monnayé au cours de la semaine que nous venons de vivre, et en particulier sur la question des investitures. C'est important aussi parce que pour Emmanuel Macron, il était essentiel de montrer qu'il était en marche, mais qu'il n'était pas seul en marche, et que vers lui allaient converger des forces politiques. Et dans la rhétorique d'Emmanuel Macron, c'était très important. Dans son discours qu'il prononce à Bercy à la fin de sa campagne électorale, il parle des marcheurs en disant « vous êtes levés un par un et vous m'avez rejoint », etc. Donc cette idée d'un guide qui a éclairé le chemin et qui rejoint progressivement par des forces politiques qui viennent se fédérer autour de lui et de son message présidentiel, c'est absolument essentiel. Et ça rythme notamment la séquence que nous sommes en train de vivre. C'est pas une coalition avec des partis qui ont négocié un contrat de gouvernement. Ce sont des ralliements vers le projet présidentiel d'Emmanuel Macron, et Bayrou s'inscrit dans cette question. Il va falloir voir comment le MoDem aussi survit aux élections législatives. Sauf que sur les législatives, il y a eu quand même une petite négociation. On parlait de l'UDI tout à l'heure, et justement le sénateur UDI de Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas, est au micro de Saveria Rejec. Absolument, Vincent Capo-Canellas, bonjour. Votre réaction après la nomination justement de François Bayrou en tant que garde des Sceaux? D'abord, ce gouvernement, c'est un gouvernement qui est un savant dosage, avec plusieurs sensibilités politiques, on le voit bien, un certain nombre de personnalités venues de LR, mais moins qu'annoncé au départ. Et puis, il y a une part qui est faite à François Bayrou, au MoDem, mais aussi des personnalités venant de LR, des gens d'En Marche. Une deuxième partie qui est importante aussi, qui est celle de la société civile. Il faut le noter, une dimension européenne, une dimension écologique qui est forte. Voilà. Alors, s'agissant de François Bayrou, je pense que c'est légitime, le MoDem ayant assez tôt fait le choix de soutenir Emmanuel Macron. Et je pense que dans ce ministère-là, qui est un ministère régalien, il apportera sa patte personnelle, et j'ai pas de doute sur le fait qu'il y réussisse. S'agissant du Sénat et de la majorité sénatoriale, par contre, nous, on souhaite qu'il y ait un équilibre. On est disposé à réformer, à être à l'écoute de ce que le gouvernement proposera, mais avec le souci du pluralisme. Et En Marche ne peut pas être, avec le MoDem, uniquement la représentation de toute la diversité de la France. Il y a des élections législatives pour ça, et je souhaite que l'UDI y trouve toute sa place. C'est un gouvernement avec lequel l'UDI peut travailler ? Alors, les ensembles des orientations qui ont été données, notamment l'orientation européenne, l'orientation écologique, la volonté de travailler sur le marché du travail, de réformer l'État, tout ceci fait partie des thèmes que l'UDI a toujours défendus. Donc on sera attentif, on va regarder ce qui est proposé par le gouvernement. On a simplement un point en tête quand même, c'est que une majorité, ça suppose des équilibres, et ça sera au gouvernement et au président de la République de faire aussi les gestes qui n'ont pas été faits à ce stade, en tout cas en direction de l'UDI. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que dans les urnes, il y ait un certain nombre de députés UDI qui permettent aussi d'équilibrer tout ça. Puis s'agissant du Sénat, on aura à cœur de regarder comment on peut apporter la vision du Sénat sur la dette, la vision du Sénat sur la décentralisation, la vision du Sénat sur l'Europe, sur le redressement des finances publiques aussi, en étant exigeant. Et on verra quelle est la majorité qui sort à l'Assemblée et du coup comment les choses se recomposent ici dans cette maison, avec le souci de répondre aux attentes du pays, mais en étant exigeant aussi. Et je pense que il faudra que le gouvernement ait en tête aussi qu'il faut faire des gestes et montrer qu'il y a des signaux de dialogue qui ne sont pas encore réellement intervenus, en tout cas pas en notre direction. C'est ainsi. C'est entendu. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette réaction. Merci beaucoup, Saveria. Laurent Bouvet, est-ce que c'est un gouvernement de combat qui peut permettre à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, d'avoir une réelle majorité à l'Assemblée nationale ? Ça, c'est une très bonne question. Je me la pose moi-même. Parce que je n'arrive pas à m'en convaincre, ni d'ailleurs du contraire, c'est-à-dire en me disant mais avec un gouvernement comme ça, comment peut-il y arriver ? Mais je n'arrive pas à voir non plus comment ça peut
entraîner des effets, des plaques un peu tectoniques sur les Républicains, parce que c'est là l'enjeu principal. Sur le PS, je crois que bon, l'enjeu est quand même moindre, on va dire, sans insulter on voit, pardon, personne. toutes les passations en direct là entre Najat Belkacem, Jean-Michel Blanquer, ministère de la Culture aussi, Audrey Azoulay qui s'exprime, à côté d'elle Françoise Thyssen, et puis on attend toujours l'intervention de François Bayrou qui succède à Jean-Jacques Urvoas comme garde des Sceaux. Oui, Laurent Bouvet, donc non, sur le point essentiel, ça va être les Républicains. Donc, est-ce que la présence d'un Bruno Le Maire et d'un Gérald Darmanin est susceptible d'entraîner les Républicains? Si on prend les listes qui ont circulé, il y a eu 2 listes qui ont circulé successivement, une première avec une trentaine de noms, puis une beaucoup plus large et ensuite. Et puis le contre-appel, effectivement, mais dans les 2 listes de soutien, on voit qu'il peut y avoir aussi des déçus. On voit qu'il y a des personnalités qui peuvent être un petit peu déçues de ne pas d'avoir été appelées au gouvernement. Donc là, il va falloir voir comment ça va se jouer, parce que ceux qui ont appelé à voter pour une majorité immédiatement en marche avant les législatives sont des gens qui ont pris un risque politique, y compris par rapport à leurs propres électeurs. Donc là, il y a un enjeu, je pense. On va écouter, alors, puisque vous le voyez sur ces images, Jean-Jacques Urvoas longuement applaudi, François Bayrou, nouveau garde des Sceaux, qui va donc s'exprimer, président du MoDem, qui intègre le gouvernement d'Édouard Philippe. On l'écoute. Cher Jean-Jacques, les applaudissements de vos collaborateurs ont dit assez. L'estime qu'ils vous portent au moment où vous quittez ces fonctions. Je veux dire que je partage cette estime. Pour vous, pour votre action, pour ce que vous avez entraîné et pour les combats qui ont été les vôtres, en particulier les combats pour les moyens de la justice. Je voudrais vous dire que j'entre dans cette fonction. En effet, le président de la République a voulu qu'elle soit distinguée par ce titre de ministre d'État qui marque l'importance de la fonction. Et j'entre dans cette fonction avec un premier sentiment qui est un sentiment de reconnaissance. Reconnaissance à l'égard de celles et ceux qui donnent tant à cette œuvre immense qui est celle de la justice de notre pays. Les magistrats, l'ensemble des personnels, ceux qui ont la si lourde charge des prisons, ceux qui assument les responsabilités de légistes, ceux qui portent l'administration, tout cela, j'en ai été le témoin, comme vous, avant d'être garde des Sceaux, tant à la commission des lois où nous avons siégé ensemble que dans ma ville, dans notre ville, vous à Quimper, moi à Pau, et j'ai toujours été fasciné par la distance extraordinaire qu'il y avait entre les moyens mis à la disposition de ces femmes et de ces hommes et leur dévouement ou leur engagement dans la mission qui est la leur. Je n'ai pas dit le métier, j'ai dit la mission. Et pour beaucoup d'entre eux, la vocation qui est la leur. Et donc c'est avec ce sentiment de reconnaissance que je prends le relais de la responsabilité que vous avez occupée pendant 15 mois. Je veux dire une deuxième chose, que peut-être nos concitoyens ne saisissent pas du premier regard, c'est que la justice est la clé de voûte d'une société de confiance. Et s'il y a une chose que je ressens si profondément, c'est qu'une société démocratique ne peut pas vivre sans confiance, et spécialement sans confiance dans sa justice. Or, vous y avez fait allusion, trop souvent, des attaques sont portées contre ces décisions, contre ces procédures, et ce sont des attaques contre lesquelles je m'inscrirai en défense. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Comme vous le savez, il m'est arrivé de mener beaucoup de combats
autour de l'indépendance de la justice, autour de la défense d'un certain nombre de procédures et pour mener des combats pour que justice intervienne. Je ne dis même pas justice soit faite, c'est une formule un tout petit peu marquée, mais pour que justice intervienne dans des domaines d'où on voulait l'exclure. Et donc, pour moi, cette idée d'une clé de voûte d'une société de confiance, je la lis à bien des égards. Confiance des citoyens dans la justice. Confiance à l'intérieur de l'univers de la justice, quelles que soient ses formes. Confiance de l'univers de la justice dans ceux qui ont la charge de la conduire et de porter les décisions à prendre. Toutes ces confiances-là, je m'appliquerai à les restaurer si elles ont été fragilisées, à les faire naître quand, au contraire, elles sont effacées, à les renforcer quand elles existent. Et cette voilà pour confiance... les premiers mots de François Bayrou, les premiers pas au ministère de la Justice, le président du MoDem qui devient donc garde des Sceaux du gouvernement d'Édouard Philippe, alors qu'on vient de l'apprendre, eh bien Bruno Le Maire qui a été exclu du parti Les Républicains après avoir été nommé ministre de l'économie, dans un message Facebook estime que la France, je cite, mérite mieux que les exclusions. On continue l'analyse avec vous de ce nouveau gouvernement. Laetitia Crupin, on disait qu'il porte clairement la marque d'Emmanuel Macron, plus peut-être que celle d'Édouard Philippe? Oui, et juste dans la façon de communiquer d'Emmanuel Macron qui là montre une certaine solennité, une communication très classique. Il vient, il y a à peu près un peu plus de 10 minutes, d'envoyer un tweet voilà, d'une photo de lui avec Édouard Philippe et ces mots avec Édouard Philippe, Premier ministre d'un gouvernement de rassemblement et de renouvellement pour changer la France. Alors voilà, dans les mots, il nous promet effectivement un changement profond. Dans la façon de communiquer, pour l'instant, on le voit qu'il est vraiment en retrait et que c'est une communication ultra classique. On parlait tout à l'heure de ce gouvernement qui est censé apporter une majorité à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale. Est-ce que cette composition va lui permettre de s'assurer cette majorité, Bruno Cotresse ? En tout cas, la composition est cohérente avec le message d'Emmanuel Macron, consistant à dire qu'il faut une majorité au président et cette majorité s'organise autour de mon projet. Il n'est pas du tout dans l'idée de faire des concessions sur son projet pour le moment. Donc l'impulsion de la campagne, sous l'impulsion du Premier ministre, ça va être de donner une majorité pour que le projet du président soit mis en œuvre et on va avoir sans aucun doute un certain nombre de ministres. On est en train de parler de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire était candidat à la primaire des Républicains, de la droite et du centre. Et par ailleurs, au cours de cette campagne de la primaire, il avait fait un certain nombre de propositions très fortes sur les 35 heures, sur la réduction des déficits publics, sur l'emploi public, sur la question de l'indemnisation du chômage. Donc comment va-t-il maintenant faire face à ses propres propositions du passé? Est-ce qu'il va dire finalement je m'étais trompé, ou finalement j'ai bien réfléchi et maintenant j'ai trouvé mon nouveau destin politique? Donc je pense que pour ce type de personnalité politique, il va y avoir une sorte de mode d'emploi à fournir à sa propre base électorale, parce qu'un jour Bruno Le Maire, qui est toujours assez jeune, devra faire autre chose que ministre de l'économie et des finances. Et ce jour-là, il devra retrouver une base sociologique, une base politique pour se faire réélire à nouveau. Il est exclu des Républicains, donc il y a tout à reconstruire d'une certaine manière pour lui, sauf si l'opération est réussie et qu'au bout de 2-3 ans de Bruno Le Maire ministre de l'économie va très bien et à ce moment-là, il pourra effectivement donner pleinement son sens à son ralliement. Ouais, Alexis Massard, puisqu'on voit que le combat est clairement lancé pour les législatives. Jean-Luc Mélenchon a qualifié ce gouvernement de droite, parlant d'un crève-cœur avec la nomination de Nicolas Hulot. Là aussi, il se pose comme le premier opposant à venir à l'Assemblée nationale. Le combat est lancé, mais le combat sera plutôt mené par le Premier ministre et quelques-uns des ministres qui s'étaient déjà engagés dans l'élection présidentielle. Je ne pense pas que tous les nouveaux participent à une logique de combat telle qu'on en parlait tout à l'heure. Par contre, il y a un signe important, et on retrouve, je pense, l'intelligence d'analyse d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avait quand même été critiqué sur l'absence de la dimension écolo de son discours, de son programme. En allant chercher Nicolas Hulot, même si celui-ci ne fera pas forcément tous les meetings des candidats législatifs,
législatives, il renvoie un signe immédiat au moment où la campagne va se lancer. Et là, stratégiquement, je pense que c'est intéressant, au-delà même de la personne de Nicolas Hulot. C'est rectifier un manquement, même si on a pu constater, en regardant la liste tout à l'heure, qu'il y a des ministères qui ont un peu disparu, où est passé le logement. Bon, voilà, on imagine peut-être à tel ou tel endroit. Le ministère du droit des femmes qu'il avait promis. Il y aura un secrétariat, ou peut-être Richard Ferrand sur la cohésion va peut-être intégrer. Il y a des manques, hein, évidemment, mais parce que c'est une liste resserrée quand même. Laurent Bouvet, des manques, c'est ce que vous dites? Oui, il y a le logement, ça a été cité, il n'y a pas les anciens combattants, il n'y a pas le commerce extérieur, enfin on peut faire une liste de tous les des différentes appellations qui manquent, mais elles sont intégrées dans des Parce que sur les familles, il y a un secrétariat d'État qui... Oui, mais bon, il avait promis, c'était pareil, on le retrouve, en fait c'est ça les réseaux sociaux, c'est terrible pour ça parce qu'on retrouve tout, et effectivement il y a un tweet d'Emmanuel Macron où il promet, je promets un ministère du droit des femmes. Voilà, c'est une promesse. Donc après, y compris les propos, y compris les propos pas très sympathiques du Premier ministre, de Darmanin aussi, du ministre de l'économie, du ministre des Comptes publics sur le président de la République. C'est compliqué ça. Parce que c'était pendant la campagne. C'est compliqué avec les archives. Puisqu'on voit les passations de pouvoir qui se poursuivent. Là, cette fois, c'est Myriam El Khomri, ministre du Travail, qui va donc céder sa place à Muriel Pénicaud. On en a un petit peu parlé. Bruno Cotresse, là aussi, le signe fort confié ce portefeuille. On sait que Muriel Pénicaud sera très prochainement en première ligne sur des dossiers très chauds sur la réforme du Code du travail. Business. Et donc il y a là à nouveau un message qui est envoyé par Emmanuel Macron et sur un dossier qui est sans aucun doute un des dossiers les plus difficiles. On a vu à la fin du mandat de François Hollande à quel point ce dossier avait perturbé la fin de son mandat, à quel point la gauche était devenue très critique là-dessus. Par ailleurs, le président de la République a annoncé vouloir réformer par ordonnance sur ces questions. L'ordonnance, il faut le rappeler, c'est pas simplement le président de la République qui se met une table de travail et qui rédige des ordonnances. Il faut qu'il en soit autorisé par le Parlement. Il faut que ça soit ratifié par le Parlement ensuite pour que ça prenne force de loi, sinon ça reste lettre morte. Et donc il y a là tout un enjeu absolument essentiel sur l'un des dossiers sans doute les plus sensibles, qui peut devenir rapidement un cheval de bataille d'une gauche qui va essayer de renaître de ses cendres. Et je ne vois pas de raison pour lesquelles la gauche serait purement et tout simplement éliminée du tableau de la vie politique française par l'élection d'Emmanuel Macron. Je pense même assez probable que les thèmes de la gauche, l'égalité, la justice sociale, le pouvoir d'achat vont sans aucun doute reprendre du poil de la bête pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Laurent Bouvet. Oui, sur les ordonnances, c'est très bien ce qu'a rappelé Bruno Cotresse à l'instant, parce qu'on entend beaucoup de choses, y compris des propos politiques. On peut voir notamment de la France Insoumise que c'est quelque chose qui est là pour casser le Parlement, que c'est une espèce d'outil dictatorial du président de la République, alors que c'est un instrument, donc dans l'article 38 de la Constitution, c'est un instrument qui est un instrument de collaboration étroite entre le Parlement et l'exécutif. C'est simplement destiné à aller vite sur des enjeux importants pour donner on peut rappeler que Christophe Castaner sera donc en charge des relations avec le Parlement, également porte-parole du gouvernement. C'est aussi un fidèle du gouvernement. C'est un de ceux, aussi un des élus qui a rejoint très tôt Emmanuel Macron, oui, tout à fait. Et on se rappelle qu'il était le chef de file des régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, au régional de la fin 2015, et qu'il avait dû se retirer pour faire élire Christian Estrosi à l'époque contre Marion Maréchal-Le Pen à la présidence de la région. Et il n'y a plus d'élus socialistes, puisqu'il était chef de file de la gauche et des socialistes en particulier, dans ce conseil régional depuis. Bruno Cotresse, puisqu'on arrive au terme de cette émission, ce gouvernement de transition, si on devait le définir, il faut s'attendre à des modifications, un remaniement après les législatives, ça c'est une éventualité ? Oui, sans aller jusqu'à totalement euphémiser ce qui vient de se passer en disant c'est purement transitoire, eh bien évidemment il y aura des réajustements qui seront opérés. Et l'amplitude de ces réajustements sera mesurée par l'amplitude de la victoire relative absolue aux élections législatives, bien sûr. Alexis Massard ? Rien de plus à rajouter, effectivement, il faut attendre le 17 et 18, le 18 juin pour voir exactement quels sont les nouveaux rapports de force entre les principales familles politiques, et de là sera recomposé naturellement. La droite peut être quand même un peu soulagée ce soir, justement, cette entreprise de déstabilisation qui se profilait avec la nomination d'Édouard Philippe, elle ne va pas si loin que ça ? Je pense que si on avait vu arriver en plus comme envisagé NKM, Estrosi, Apparu, je pense que le
choc aurait été beaucoup plus important. Là, par définition, ils sont quand même ébranlés, puis ébranlés aussi par les 48 ou 72 heures qu'on vient de vivre avec leur bureau politique qui s'est passé tel qu'on le sait, mais en tout cas, ils peuvent être en partie soulagés. Mais on voit qu'on est dans une présidentielle à 8 tours. Hein, si on prend les 2 primaires, plus l'élection, plus les législatives, une très très longue présidentielle. On n'a pas fini de venir vous voir. Et Macron à la main sur son plaisir, mais ça gouvernement. sera le mot de la fin. Merci Laurent Bouvet et merci Laetitia Krupa. Merci Bruno Cotresse, merci à vous Alexis Massard. Fin de cette édition. À 22h, la suite de l'analyse de ce nouveau gouvernement avec Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée à tous et à demain.